Bienvenue à notre webinaire sur immunométabolisme et allergie. Je suis Jean-Marc Verhooft, CEO de Nutrisentiel, et je suis ravi de présenter le docteur Jacques Denève, directeur scientifique chez Nutrisentiel et un expert renommé dans le domaine de la santé. Les allergies représentent un défi croissant et comprendre comment le système immunitaire et le métabolisme interagissent est crucial. Le docteur Denève et ses décennies d'expérience, son expertise en immunologie, nutrithérapie et médecine intégrative nous éclairera sur ces liens complexes. Nous explorerons les bases scientifiques des allergies, les facteurs de risque et les solutions innovantes pour leur gestion. Préparez-vous à une discussion enrichissante et pratique pour mieux comprendre et traiter les allergies dans un contexte immunométabolique. Docteur Denève, c'est à vous, je vous laisse la parole. Un grand merci pour cette gentille introduction. À mon tour, je vous souhaite une bonne écoute d'un sujet qui, à mon avis, est passionnant, mais qui n'est pas toujours tellement facile. Surtout que, comme le titre le dit, aujourd'hui, nous allons parler d'immunité, de métabolisme et d'allergie. Ça fait presque 3 sujets. Maintenant, la première idée, c'était de donner une introduction à l'immunométabolisme, mais je sais que vous êtes tous dans des pratiques et au fond, la théorie, c'est intéressant parce que ça nous apprend comment nous devons diriger notre pratique. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en application. Et je trouve que l'allergie est vraiment un sujet idéal en ce sens que, disons, en médecine classique, à part les antihistaminiques et tous les produits qui essayent de diminuer les symptômes, on n'a pas vraiment de chance de vraiment guérir une allergie. Alors que je vais vous montrer que c'est possible si on attaque la cause de l'allergie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bon, on va un peu donner évidemment quelques définitions, celle de l'allergie, le métabolisme, les changements métaboliques qu'on observe chez les patients allergiques. Et alors, ce qu'on appelle le trio de la marche allergique. Vous voyez là, à gauche de l'écran, la marche allergique, c'est quoi? Bien, on sait que d'habitude, chez les patients atopiques, les patients allergiques, tout commence avec de l'eczéma dans l'enfance ou la petite enfance. Après, nous avons presque toujours de l'asthme. Et puis, à la fin, chez l'adulte, on va surtout trouver des rhinites et des problèmes respiratoires qui continuent sous forme d'asthme ou de bronchite clinique. Et évidemment, après, on va voir comment on peut traiter par la nutrition toutes ces différentes maladies. Voilà, quand je vous dis que c'est pas tellement facile à première vue, quand on regarde ça, on dit non, l'immunométabolisme, je ne pense pas que c'est pour moi, et pourtant c'est relativement simple. Au fond, c'est quoi? C'est un tableau qui montre que le système immunitaire a un effet sur notre métabolisme de toutes nos cellules, mais ce qu'on ignore très souvent, c'est que le métabolisme est très important pour le système immunitaire. C'est vraiment un duo qui travaille constamment ensemble. Alors, immuno. D'abord, un petit mot sur l'immunologie, pour ceux qui ne sont pas très, disons, au courant de ce qu'est exactement l'immunologie. Vous savez que l'immunologie, c'est surtout une histoire du système immunitaire où nous avons nos leucocytes et plus spécialement les lymphocytes qui jouent un rôle très important. Toutes les cellules sanguines, qu'elles soient rouges ou blanches, sont formées dans la moelle osseuse, mais certains lymphocytes, certains globules blancs vont maturer dans les organes lymphatiques et plus spécialement dans le thymus, de là qu'on les appelle des lymphocytes T. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons besoin pour l'allergie? Nous avons besoin de ces fameux lymphocytes T, ceux qui sont donc qui font partie de l'immunité spécifique et qui ont maturé dans le thymus. Pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants? Eh bien, parce que d'après ce qui se passe dans notre organisme, ils sont capables de se transformer
en 4 types, en 4 sous-types. Donc, chaque cellule T naïve peut se transformer en TH1, TH2, TH17 ou TREC. Vous allez dire, mais ça a l'air très compliqué, mais ça n'est pas compliqué. Voilà, ici. Une première possibilité. Vous avez dans votre organisme une maladie virale ou un cancer. C'est-à-dire, vous avez une maladie intracellulaire. À ce moment-là, votre cellule naïve va surtout se transformer en TH1 et avec les natural killers et d'autres cellules cytotoxiques vont fabriquer de l'interféron gamma et ils vont tuer les cellules cancéreuses et les cellules virales et ainsi elles vont nous protéger. Une autre possibilité, c'est qu'il y a des grosses molécules qui se sont introduites dans l'organisme. Je pense au pollen, à la poussière de maison, donc des grosses particules. À ce moment-là, le système va transformer nos lymphocytes naïfs en lymphocytes TH2. Les lymphocytes TH2 vont fabriquer de l'interleukine 4 et l'interleukine 4 va stimuler les lymphocytes B pour faire des anticorps et même des auto-anticorps. Donc les TH2 sont surtout à la base des allergies, des maladies auto-immunes et même des cancers. Au fond, être en état TH2, ça n'est pas tellement bon. Bon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a moyen que votre cellule naïve se transforme en une cellule régulatrice, parce qu'on parle beaucoup de la balance TH1, TH2, donc les pro-inflammatoires et les anti-inflammatoires, et ces deux doivent être en équilibre. C'est un équilibre yang-yin. Et quand l'équilibre est rompu, les régulateurs sont capables de tenir cette balance comme il faut. Donc aujourd'hui, nous avons surtout besoin de celui-là, celui-là et celui-là. Alors vous allez dire, les deux autres, ça sert à rien. Oui, les deux autres, ils sont très importants aussi. Mais ce qui est surtout important de savoir, c'est que la transformation, et ça, vous devez essayer de le retenir, qu'une cellule T naïve se transforme en TH1 en changeant son métabolisme. Elle se transforme en TH2 en changeant son métabolisme, mais d'une autre façon que pour faire des TH1. Vu qu'ici, nous allons devoir tuer, nous avons besoin de radicaux libres, nous avons besoin de cytotoxicité, et c'est évident qu'on va passer par les mitochondries qui vont nous donner les radicaux libres qu'il faut pour tuer. Par contre, ici, vous allez passer par une toute autre voie, et c'est ça qui est passionnant, c'est que vous arrivez à diriger votre cellule naïve en l'obligeant à devenir TH1, TH2 ou Trec, uniquement en changeant son métabolisme par la nutrition. De là que nous disons, voilà, nous travaillons par immunothérapie nutritionnelle, la nutrition ou les compléments alimentaires pour diriger notre cellule T vers un TH1 ou un TH2. Alors vous allez me dire, le TH17 et le TH22, c'est quoi? Ceux-là, on pourrait les avoir besoin quand il y a des problèmes à la hauteur de l'intestin, maladie de Crohn, colite ulcéreuse ou même tout simplement des allergies alimentaires, parce que ces deux types de cellules-là se retrouvent surtout dans la lamina propria de l'intestin. La TH17 qui est une pro-inflammatoire comme la TH1 et la TH22 qui est une anti-inflammatoire comme le TH2. Voilà, ça c'est pour la partie immunité. Au fond, très simple, vous avez une cellule qui s'occupe de diriger les troupes qu'il faut vers l'endroit qu'il faut pour faire le travail qu'il faut, mais elle fait ça en changeant son métabolisme. Alors, l'allergie. Très rapidement, vous savez que l'allergie, l'atopie, au fond, la définition est simple. C'est l'organisme qui réagit d'une façon anormale, une espèce de phobie sur des substances inoffensives qu'on appelle des allergènes. On voit de plus en plus d'allergies, de plus en plus d'atopies, et
ce qui est typique pour pouvoir parler d'allergie et d'atopie, c'est que vos lymphocytes B vont former des immunoglobulines IgE. Sans IgE, il n'y a pas d'atopie, il n'y a pas d'allergie. C'est toute autre chose. Hein. Bon, on sait que 10 à 20% des enfants dans les pays industrialisés souffrent d'allergies et il y a quand même une certaine, disons, une certaine partie de la génétique qui est importante, puisque quand on a un parent atopique, on a 25% de risque, avec 2 parents, on a déjà 50%, et si on a des eczémas allergiques dans la famille, 80% vont avoir ce problème. Bon. Alors, les phases de l'allergie, c'est très simple. Vous rentrez en contact avec un allergène et on a ce qu'on appelle une sensibilisation. C'est complètement asymptomatique. Il n'y a que votre système immunitaire qui va dire, tiens, j'ai rencontré là quelque chose que je pense que je dois tenir à l'œil, ça m'a l'air dangereux, alors que ça n'est pas dangereux du tout. Mais c'est ça l'allergie. Et puis il y a la révélation. Un nouveau contact, alors là, le système immunitaire passe à l'attaque et va donner tous les symptômes des allergies, hein, des rhinites, des conjonctivites, des œdèmes de Crohn, des crises d'asthme, de l'eczéma atopique, de l'urticaire, des diarrhées. Vous voyez aussi que dans la médecine intégrative, on ne s'amuse pas à soigner des maladies, on soigne des malades. On soigne des malades allergiques et ça nous est complètement égal qu'ils aient de l'asthme ou une autre allergie, on soigne l'allergie. Et comment est-ce qu'on soigne l'allergie? En soignant le système immunitaire. Parce que notre meilleur médecin, c'est le système immunitaire. C'est grâce à lui que depuis des millions d'années, nous pouvons continuer à nous reproduire et à peupler la Terre. Et c'est grâce à lui que nous restons en vie. Donc, au lieu de soigner les symptômes, il vaut mieux réparer le système immunitaire. Et c'est ça, la médecine que j'adore, c'est soigner le système immunitaire. Et une fois qu'il est de nouveau en bon état, il va vous guérir toutes les maladies. Vous n'avez pas besoin de soigner des maladies, vous devez soigner votre malade. Ça, c'est le plus important. Alors, cette allergie, on s'est dit, oui, ça vient de quoi? Puis il y a eu plusieurs hypothèses, entre autres l'hypothèse hygiénique. Hein, dans les années 89, on a dit, oui, c'est parce que les enfants, ils vivent dans des milieux beaucoup trop aseptisés, ils ne sont plus en contact avec tous les micro-organismes. Il y en a même qui ont dit, bon, la disparition des maladies infantiles par les vaccins, qui étaient des maladies virales, font que le système TH1 reste faible et que le système TH2 devient dominant. Et ça, c'est une des causes. Parce que vous vous souvenez sûrement que pendant la grossesse, l'utérus dans lequel se trouve le fœtus, il doit être en TH2, il doit être en tolérance. Il ne doit pas attaquer le fœtus, sinon on fait des fausses couches. Donc l'enfant qui vient au monde, il a une dominance TH2 nette. Et à ce moment-là, les maladies infantiles faisaient qu'il développait petit à petit son côté TH1 et que sa balance TH1, TH2 venait en équilibre. Maintenant, l'enfant, il naît TH2. Immédiatement, pour le protéger, on va le vacciner. Donc, on va obliger les lymphocytes B à fabriquer des anticorps préventifs. Or, on peut faire cela qu'en restant dans un état TH2. Donc, c'est évident que, et d'ailleurs, il n'y a aucun problème, la médecine classique reconnaît que grâce aux vaccins, ils ont peut-être sauvé des vies, mais que malheureusement, les maladies allergiques sont une suite de la vaccination. Plus tard, en 2003, il y a un médecin qui a donné la théorie des vieux amis, de old friends, en disant « Vous ne devez pas être en contact avec tous les micro-organismes de l'univers. Notre système immunitaire qui est vieux, il sait, il connaît tout ça. Il doit surtout être mis en contact avec ce qu'on appelle les vieux amis. Et les vieux amis, ce sont les bactéries, les virus et les parasites qui ont co-évolué avec nous pendant les millions d'années que
nous travaillons ensemble, et au fond, c'est le microbiote, l'importance des vieux amis. Alors, quelles cellules sont impliquées dans les maladies allergiques? Je vous ai dit, surtout les TH2. Ce sont les TH2 les plus importants, et dans certains cas, les TH17. Les TH1, dans certaines allergies, on va voir, ils peuvent jouer un certain rôle aussi, mais retenez surtout que les plus importants sont les TH2, défense, parasites et allergies. Les TH1, je vous ai dit, défense intracellulaire, cancer et virus. Les TH17, les maladies auto-immunes et les infections extracellulaires. Et, je ne sais pas assez le répéter, c'est le métabolisme qui détermine la polarisation. C'est le métabolisme qui va décider si une cellule naïve va se transformer en TH1 ou en TH2. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, grâce au métabolisme, on peut diriger nos cellules et c'est là-dessus que notre traitement est basé. Alors, immunométabolisme, bon, il faut d'abord savoir ce que c'est le métabolisme. Le métabolisme, c'est quoi? Toutes nos cellules ont un métabolisme, c'est-à-dire qui transforme nos nutriments en énergie, et ça, c'est ce qu'on appelle le catabolisme. Donc, on va décomposer des grosses molécules et ça va nous fournir de l'énergie. Chez nous, c'est surtout la dégradation du glucose, des protéines et des acides aminés. Au contraire, l'anabolisme, c'est augmenter la masse des cellules. C'est augmenter, c'est synthétiser des protéines à partir d'acides aminés. Et par exemple, aussi bien pendant la grossesse, on est dans un état TH2, puisqu'à partir d'une cellule, une ovule fécondée, on arrive en 9 mois à avoir un bébé qui pèse près de 3 kilos. Donc, on a formé 3 kilos de matière en 9 mois. Et malheureusement, les cancers, c'est exactement le même système. Ils arrivent à fabriquer des masses énormes de nouvelles cellules. Et pour ça, ils vont changer leur métabolisme. Et quand nous allons faire des webinaires sur le cancer, les maladies virales, vous allez voir que là, nous allons devoir changer le métabolisme pour pouvoir maîtriser ce cancer. Donc, il y a un aller-retour entre le métabolisme et le système immunitaire. Alors, ce fameux métabolisme des cellules, il y a 2 grands types de cellules. Il y a ce qu'on appelle les cellules, vous savez, il y a les cellules souches, et puis il y a les cellules différenciées. Les cellules de la peau, les cellules du poumon, du foie, ce sont des cellules différenciées. Les cellules du muscle, et ces cellules ont besoin d'oxygène pour brûler le glucose. Donc ici, vous avez un tissu différencié. Avec de l'oxygène, vous allez transformer votre glucose en pyruvate. Le pyruvate va rentrer dans le cycle de Krebs. Je pense que tous ceux d'entre vous qui ont eu la chance d'avoir des cours de biochimie, c'était vraiment l'horreur en disant j'espère que je ne vais pas avoir un cycle de Krebs à l'examen, parce que c'est quand même pas tellement simple le cycle de Krebs. Mais au fond, le cycle de Krebs va transformer votre pyruvate en CO2 et en eau. Et quand vous prenez ce chemin-là, vous allez former 36 ATP. ATP, adénosine triphosphate. Donc, ça, c'est le carburant de toutes les cellules, l'ATP. Et comment est-ce qu'on emploie cet ATP? Eh bien, on enlève une molécule de phosphore, ce qui fait qu'on a de l'ADP, mais on a une énorme production d'énergie qui sert à faire fonctionner l'organisme. Par contre, prenons le muscle, tant qu'il brûle des sucres, il va travailler par le cycle de Krebs, et puis vous allez voir, par exemple, quand vous faites du sport, qu'au début, ça va très bien. Puis à un certain moment, vous tombez sans oxygène, vous allez devoir dégrader votre glucose en pyruvate, mais vous n'allez plus pouvoir rentrer dans le cycle de Krebs, vous allez former de l'acide lactique, donc le fameux crampes, vous voyez les matchs de foot à un certain moment,
l'un joueur après l'autre qui s'écroule parce que son muscle il est passé dans un métabolisme anaérobie, et voilà. Alors il y a, à part les tissus différenciés, il y a les cellules prolifératives. Et dans les cellules prolifératives, il y a évidemment nos cellules rouges, nos cellules blanches qui sont renouvelées tout le temps, les cellules de la peau, et puis il y a les tumeurs malignes ou bénignes, et puis surtout, il y a les lymphocytes activés. Quand vous activez un lymphocyte, il va commencer à augmenter son clone, et vous allez voir le nombre de CD3 ou de CD4 qui va augmenter. Or, ça doit aller très rapidement. Et là, qu'il y ait de l'oxygène ou qu'il n'y ait pas d'oxygène, ici, il y a une différence. Dans ces cellules-là, c'est toujours le chemin du lactate qui est pris. C'est ce qu'on appelle l'effet Warburg. Ça a été décrit à fort longtemps et c'est ce qui se passe dans nos cellules immunitaires et dans nos cellules du cancer. Et là, vous n'avez plus qu'une formation de 4 molécules d'ATP. Alors, on se dit, pourquoi est-ce que notre corps, ou pourquoi est-ce qu'un cancer choisit cette voie-là? Tout simplement parce que là, il veut grandir rapidement. C'est la même chose chez un fœtus. Si vous devez fabriquer rapidement beaucoup de matière, vous êtes obligé de passer par ce métabolisme-là, et on va voir tout à l'heure comment on peut l'influencer. Au fond, cette glycolyse aérobie, elle sert à quoi? À régénérer l'ATP. Vos cellules consomment de l'ATP, le transforment en ADP et en AMP, et puis il faut régénérer l'ATP en ajoutant évidemment des phosphores. Il faut phosphoryler. Bon, tout ça, tout ce qui est théorique, je vais passer rapidement dessus. Le but, de toute façon, vous avez toujours droit à des replays, et je pense que la partie théorique, vous pouvez la regarder à l'aise dans un replay, parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est la partie pratique. Alors, ce fameux métabolisme des lymphocytes, qu'on appelle un immunométabolisme, puisqu'on a affaire à des cellules immunitaires, quand le lymphocyte est au repos, le lymphocyte naïf, il travaille toujours par des oxydations et des phosphorylations. Ou il va oxyder les acides gras. Donc, dans le lymphocyte au repos, tout se passe dans les mitochondries. C'est pour ça que, quand on parle du vieillissement du système immunitaire, pourquoi est-ce que le système y vieillit? Bien, parce qu'on travaille par des oxydations. Les oxydations se donnent des radicaux libres, et ça va, à la fin, faire que votre mitochondrie n'est plus capable de se diviser. Et à ce moment-là, vous allez passer sur des cellules mémoire ou des cellules sénescentes. Et ça, c'est le fameux inflammaging. Bon, de là que ces deux métabolismes sont importants. Par contre, une fois que vos lymphocytes sont au travail, une fois qu'ils agissent pour tuer des cellules ou pour éliminer des allergènes, vous allez passer en glycolyse aérobique, effet Warburg, et ça ne se passe pas dans la cellule. Ça se passe dans le dialoplasme ou dans le cytosol, et le lymphocyte activé va chercher, surtout, vu que la glycolyse aérobique ne donne que 4 ATP, ils vont chercher le reste dans la lipogénèse, donc dans les acides gras. Donnant une énorme importance des acides gras dans les allergies. Alors voilà, très rapidement, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, les lymphocytes au repos, l'oxydation et la phosphorylation. Qu'est-ce qu'on a besoin pour ça? Bon, dans les mitochondries, il nous faut une chaîne de transport d'électrons, qu'on a ici. Ça, c'est dans la membrane interne de la mitochondrie. Ça va donner des électrons et ça va faire que votre ADP va être retransformé en ATP grâce à une enzyme, l'enzyme ATP synthase. Bon, c'est important, oui, très important, puisque c'est la source d'énergie la plus grande. On fait 36 ATP, mais par contre,
on produit des espèces réactives d'oxygène et donc on a des dangers de sénescence ou de cytotoxicité. Ici, vous avez la bêta-oxydation des acides gras, uniquement pour la petite histoire, ça se passe aussi dans les mitochondries, et c'est une dégradation en 4 étapes qui finit au fond par un acétyl-coenzyme A qui va donc être employé alors dans le cycle de Krebs. OK. La lipogénèse de nouveau, ça on va en parler en long et en large, parce que le prochain webinaire, on essaye toujours de suivre un peu le calendrier. Bon, les allergies, maintenant nos patients, ils sont déjà tous occupés à se prémunir contre les allergies. Le prochain webinaire, ce sera sur l'obésité et sur le syndrome métabolique, puisqu'à ce moment-là, surtout nos dames vont penser qu'elles doivent aller sur la plage et se mettre en bikini. Et à ce moment-là, c'est intéressant comment on peut traiter l'obésité d'une façon naturelle et sans danger, sans avoir besoin de Emzompic et d'autres choses. Là, nous avons un produit comme le Berberimax qui peut très bien servir à ce moment-là. Mais bon, ça, je vais vous expliquer en long et en large. La lipogénèse, ça se passe dans le foie, d'une part, où on convertit l'excès de glucides, de sucre, en acides gras. On les met en triglycérides pour les stocker, et puis on va les brûler dans la bêta-oxydation. Mais malheureusement, c'est pas le sujet aujourd'hui, on va aussi brûler le cholestérol, donc on va avoir des oxydations du cholestérol et des maladies cardiovasculaires. D'autre part, dans les cellules, dans les adipocytes, on a aussi une lipogénèse qui est dépendante des aliments, mais surtout de l'insuline. Et l'insuline, à son tour, est dépendant de différents métabolismes. Bon, on sait par exemple qu'une alimentation riche en sucre va stimuler la lipogénèse et que le jeûne va réduire le nombre de cellules grasses. Alors, qu'est-ce qu'on a comme dérèglement dans les allergies? Qu'est-ce qu'on doit rajuster? Eh bien, la première chose, on est en effet barbure, comme dans un cancer. Le glucose va directement en pyruvate et en lactate. On a un milieu acide. Dans un milieu acide, forcément, on a des inflammations, et les inflammations vont donner des problèmes à la hauteur des membranes. Bon, on va avoir une altération du métabolisme des acides gras et des acides aminés. Et surtout, on va avoir une dominance TH2. Et elle vient d'où cette dominance TH2? Elle vient des cellules épithéliales. Parce que partout dans les muqueuses, dans la peau, les cellules qui sont les toutes premières en contact avec les allergènes sont les cellules épithéliales. On a la sensibilisation. Donc, vous vous souvenez, il y a le premier contact qui ne donne pas de symptômes et le second qui donne une inflammation locale. Bon, si ça se passe à la hauteur de l'intestin, vous avez aussi un problème mitochondrial, vous avez une perturbation de la barrière, du mucus et de l'intestin, vous allez faire un leaky gut, un intestin hyperperméable, les allergènes vont être absorbés par les cellules présentatrices d'antigènes, par les monocytes, par les cellules dendritiques, et elles vont activer les macrophages. Et là, on va passer complètement dans un système glucolytique avec formation de tas d'acides, avec un cycle de Krebs complètement perturbé par manque de pyruvate. Donc, c'est là-dessus que nous allons devoir agir. Parce qu'en plus, ces cellules épithéliales, elles vont activer ce qu'on appelle les ILC2. Ce sont des cellules lymphoïdes innées de type 2. Très, très important pour le moment. Il n'y a aucune publication sur l'allergie où on ne parle pas des cellules lymphoïdes innées. Pourquoi? Parce qu'elles produisent des cytokines 4, 5, 9 et 13, donc tout ce qu'on trouve dans les allergies, par exemple l'interleukine 13 qui favorise dans l'asthme, l'interleukine 4
qui va dégranuler les mastocytes et libérer de l'histamine. Donc, au fond, la médecine classique, elle donne des antihistaminiques, donc elle agit sur les produits finaux, les produits finis, mais nous, on travaille tout à fait au début, on empêche la formation de l'histamine et on empêche de passer dans un état TH2, et je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait ça. Hein. Bon, maintenant, ces cellules sont particulièrement abondantes dans la peau, le poumon, le foie et l'intestin. Donc, partout où on a ces phénomènes d'allergie et sont à l'origine de la formation d'IgE. Alors, les TH2, ils vont activer les B et produire des IgE. Et, intéressant à savoir, c'est que les T activés augmentent l'absorption de glutamine. Donc ici, on peut avoir besoin de glutamine parce qu'on a beaucoup moins de cytokines, on a beaucoup moins de prolifération si on n'a pas la glutamine, parce que c'est aussi une voie métabolique très importante. Et là, par exemple, on pourrait penser à un produit comme l'Imuperm, qui contient de la glutamine, mais qui contient encore beaucoup de choses intéressantes en dehors de la glutamine. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il faut toujours faire attention à la glutamine quand vous avez des patients qui ont des tumeurs, hein, qu'elles soient bénignes ou malignes. La glutamine accélère la croissance de tout ce qui est... D'ailleurs, la glutamine est surtout intéressante ici pour les cellules intestinales, pour, disons, augmenter, pour les entérocytes, pour avoir pour renforcer la barrière. Alors, l'immunothérapie nutritionnelle, c'est quoi? C'est l'utilisation de nutriments pour moduler notre réponse immunitaire ou pour reprogrammer nos lymphocytes. On veut améliorer la tolérance, on veut réduire les symptômes, on veut réguler les cytokines, on veut améliorer la barrière intestinale et on va aussi donner des antioxydants parce que vous avez vu que toute la partie qui se passe dans le mitochondrie, ça donne une énorme production d'oxydants. Alors, quels sont les principaux nutriments que nous avons besoin? Je vois que j'ai encore un quart d'heure, donc je sais que mon ami ne doit pas être inquiet. Je m'avais promis de l'avertir quand je venais dans mon dernier quart d'heure. Alors, les principaux nutriments sont surtout la vitamine D, qui est absolument nécessaire pour la régulation immunitaire. On peut réduire la réactivité allergique. Comment? Parce que la vitamine D fait augmenter le nombre de T régulateurs. Donc, on va avoir automatiquement une diminution des TH2. Et là, on a la vitamine, le DK essentiel, qui contient la vitamine D, A et K, parce qu'on va voir tout à l'heure que le manque de vitamine A peut aussi donner des symptômes d'allergie. On a les oméga 3, hein, des acides gras anti-inflammatoires, Omega Boost Krill, où il y a plusieurs études qui montrent leur effet sur les phénomènes allergiques, sur l'eczéma, l'asthme. Bon, il y a les probiotiques, il y a l'énorme importance du microbiote, hein, les vieux amis, et on sait que les lactobacilles sont capables de moduler la balance TH1, TH2. Et puis, il y a plusieurs vitamines, dont la vitamine B. Je vais vous montrer tout à l'heure une étude qui a été faite à l'université de Groningen, où on a trouvé que la vitamine B avait un rôle essentiel dans l'allergie. Il y a évidemment le zinc. Le zinc est un antioxydant et surtout qui est un excellent catalysateur de plus de 300 réactions catalysées par le zinc. Et là, nous avons le zinc essentiel qui est du zinc pur. Il n'y a que du zinc. Et c'est du zinc qui est porté par des acides aminés, ce qui fait qu'on n'a pas le problème de zinc qui sont attachés sur des protéines qui peuvent donner des phénomènes allergiques dans l'intestin. Donc, c'est du zinc sur des acides aminés. Il y a la vitamine C,
qui est un antioxydant puissant. Il y a la glutamine et la curcumine. La curcumine, toujours quand j'entends parler de curcumine, on me dit la mienne elle est mieux parce qu'il y a du poivre noir, elle est mieux absorbée, la mienne est mieux absorbée. Maintenant, nous, ça ne nous intéresse pas du tout, l'absorption de la curcumine. Hein. Vous avez déjà tous remarqué que quand un athlète a une blessure à un tendon, la curcumine, ça donne d'excellents résultats. Or, dans un tendon, il n'y a pas de vaisseau lymphatique, et il n'y a pas d'artère, il n'y a pas de veine. Donc, elle n'a pas guéri par miracle, mais non. Mais il existe des dizaines d'études qui montrent que la curcumine en picogrammes et en nanogrammes va avoir un effet sur le facteur nucléaire kappa-bêta, qui est au fond l'interrupteur qui décide si on est en inflammation ou en anti-inflammation. Alors, les allergies alimentaires. Très intéressant parce qu'on en voit de plus en plus, mais il y a aussi l'hypersensibilité alimentaire. Hein. Dans les allergies, il y a une intervention du système immunitaire, et le système immunitaire peut donner des IgE. Ça, c'est vraiment l'atopie, c'est l'allergie grave qui peut donner de l'œdème de Quinn, qui plus tard des chocs anaphylactiques. Il y a l'hypersensibilité sur les IgA, la maladie cœliaque, hein, qu'on retrouve dans le gluten. Il y a les IgG qui sont des hypersensibilités. On ne peut pas parler d'allergie IgG, on peut parler d'allergie non IgE ou d'hypersensibilité, mais pas d'allergie IgG. Ça n'existe pas, des allergies IgG. Et les intolérances aussi. Les intolérances, ce sont des réactions négatives aux éléments où le système immunitaire n'est pas impliqué du tout. L'allergie au gluten, je vous rappelle que c'est intéressant que même quelqu'un qui ne paraît pas être allergique au gluten parce qu'il n'a pas de symptômes, il ne faut pas oublier que dans le gluten, il y a des gliadines et des exorphines. Or, l'exorphine a un effet opioïde et ils peuvent complètement masquer les symptômes de l'allergie au gluten. C'est pour ça que dans les allergies, il vaut toujours mieux conseiller un régime pendant le traitement, un régime sans gluten, parce que vous pouvez très bien avoir quelqu'un avec une allergie au gluten qui est complètement asymptomatique. Ben oui, voilà. Alors, ces fameux régulateurs sont super intéressants parce que on voit que dans les pays développés, les pays industriels, il y a 3 groupes de maladies qui sont en augmentation constante et simultanée. Et ces maladies sont les allergies, les maladies inflammatoires de l'intestin, les MICI, et l'auto-immunité, surtout le diabète de type 1, sclérose en plaques. Et on a peu de traites quand on n'a pas eu d'exposition aux vieux amis. Ça explique aussi pourquoi les enfants qui sont nés par césarienne sont très sensibles aux allergies parce qu'ils ont un microbiote absent. Et quand vous n'avez pas de microbiote, vous n'avez pas de vieux amis et vous ne pouvez pas former de régulateurs. De là que le traitement de l'allergie doit commencer pendant la grossesse. Il y a des tas d'articles qui ont paru sur l'importance de la nutrition pendant la grossesse. Voilà, équilibre de l'immunité de la mère et du bébé. Malnutrition précoce donne une polarisation TH2. Une insuffisance en vitamine A favorise les TH2 et le manque de vitamine A fait que vous avez un manque de vitamine D parce que la vitamine A doit sensibiliser vos récepteurs à la vitamine D. Donc, très important, la nutrition pendant la grossesse, surtout s'il y a des allergies familiales. Très important, les enfants qui ont eu des antibiotiques, même si ça n'a été qu'une seule fois, les antibiotiques, ça perturbe complètement votre microbiote, donne une forte perturbation, cause plusieurs maladies, et toujours chez les enfants, il faut absolument voir à rétablir son microbiote, parce qu'on voit ici dans une étude qui a été faite, que plus tard, ça peut donner des effets immunologiques, mais aussi de l'asthme, obésité type 1, même le cancer, non, là on n'est pas tellement sûr, l'autisme peut-être, mais bon,
très important, donc les antibiotiques chez les enfants. Bon, le microbiote, je pense que vous savez tous ce que c'est. Hein. C'est au fond, ce sont les vieux amis qui sont présents dans notre intestin. Et dans cet intestin, les vieux amis, ils sont actifs via le GALT qui est une partie du malt. Hein. Le malt, c'est le Mucosal Associated Lymphoid Tissue, et il change de nom d'après l'intestin, ou dans l'utérus, ou dans le poumon, on a le BALT, le NALT. Mais ce qui est important, c'est que toutes ces structures lymphatiques sont en contact avec l'un avec l'autre. Et je dis toujours, quand vous avez un malade qui a des problèmes de rhinite, soignez son intestin. Parce que l'intestin, ça a commencé là, dans le GALT, et c'est via le GALT que ça s'est propagé, via le MALT, que ça s'est propagé jusqu'au NALT, dans le nez, et que vous avez les patients qui, quand vous leur demandez, ils ont, oui, j'ai eu beaucoup de problèmes intestinaux, de constipation, diarrhée, allergies alimentaires, etc., etc. Donc, le GALT, très important. Et pourquoi est-ce que je vous montre ici? Ici, vous voyez, dans l'utérus, un fœtus qui n'a encore aucun microbiote, et vous voyez comme tout ça est atrophié. Ici, un nouveau-né, après quelques jours déjà, ça se transforme comme ça. Tandis que l'enfant naît par césarienne, à qui on ne donne pas un microbiote, eh bien, il va rester comme ça, avec tous les problèmes que ça peut donner au point de vue immunitaire. Parce que notre microbiote, non seulement il est là pour aider le système immunitaire, mais aussi il produit des tas de produits très intéressants, hein, les acides gras à courte chaîne, qui vont être intéressants pour le cycle de Krebs, des nutriments pour les cellules intestinales. Le propionate, par exemple, régule la synthèse du cholestérol, ce qui fait qu'on peut donner un webinaire sur les maladies cardiovasculaires, où on peut très bien expliquer par la nutrition comment on peut soigner ces personnes. Le butyrate, qui a un effet immunomodulateur sur tous ces tissus. Je vois que j'ai encore 2 minutes, mais je vais y arriver. Le zinc, pour la stabilisation des membranes, et on sait aussi que le zinc donne une atrophie des tissus lymphoïdes. Or, c'est là qu'on forme les CD4, et les CD4, c'est eux qui doivent se transformer en TH1, TH2, TH3, TH4. Et quand les CD4 sont bas, on va en inflammaging parce que les CD8 prennent le dessus. Alors, je vous avais parlé de cette étude à Groningen qui prouve, on a fait une étude récente en 2018 sur 630 écoliers et on a vu qu'il y avait plusieurs gènes qui étaient différemment méthylés chez les allergiques et qu'il y a une relation certaine entre la méthylation et l'expression des gènes. Mais ça, on le savait déjà dans le cancer. Donc aussi, les vitamines B peuvent être très importantes. Le magnésium, vous savez qu'une carence en magnésium peut provoquer des tempêtes cytokiniques, hein, ce qu'on a vu dans le Covid, joue un rôle clé dans toutes les maladies auto-immunes, le magnésium, mais dans les allergies aussi. Parce que les allergies sont au fond très proches des maladies auto-immunes, et surtout ce sont des maladies TH2, et le magnésium aide à détendre les muscles lisses, donc de l'intestin, des bronches, et donc utile dans toutes les maladies qui vont de pair avec des spasmes. Aussi qu'une carence en magnésium produit des cytokines inflammatoires, des TH1, et donc il ne faut pas donner du magnésium à quelqu'un qui a besoin de TH1, hein, comme je vois souvent. Et on a vu qu'il augmente la fonction, il améliore la fonction pulmonaire chez les patients atteints de Covid. Voilà. Donc la carence en magnésium est extrêmement importante en gériatrie. Curcumine et allergie, eh bien c'est très simple. La curcumine, dans les études qui ont paru, agit sur les mastocytes, les éosinophiles
et donc sur tous ceux qui lâchent de l'histamine, mais aussi sur les fonctions déréglées des TH1, TH2, TH17 et TREC. Avec la curcumine, on arrive ici à changer des TH2 en TH1 ou en TH17 ou en TREC, et on a aussi une influence directe sur la balance TH1 TH2. Vous voyez ici la curcumine, elle bloque l'interleukine 4, elle stimule l'interleukine 12, de là que la curcumine n'est pas seulement un anti-inflammatoire, c'est surtout aussi un pro-inflammatoire, parce qu'elle va augmenter le nombre d'interleukine 12, donc les TH1, donc elle peut être très utile dans les maladies virales et dans les cancers. Ici, très intéressant pour les TH17 et surtout pour la balance TH2 et TH17. Vous voyez que c'est toutes des choses qu'on ignore et qu'on oublie de mettre en pratique. Alors bon, une dernière chose importante, le biquinol qui est un protecteur des membranes, donc très important. Surtout ici, vous voyez que le coenzyme Q10 est un des coenzymes de la chaîne respiratoire et il empêche vos mitochondries d'être oxydées. Il protège l'ADN avec la vitamine B et surtout l'ubiquinol est très très bas chez toutes les personnes qui prennent des statines. Et ça explique l'eczéma des personnes âgées. Vous voyez une personne âgée, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des mains pleines de bleu par les fluidifiants sanguins, et puis après des eczémas sur la jambe par manque d'ubiquinol et par oxydation. Voilà. Alors, je vous ai parlé de la vitamine C, et au fond, je voulais pour terminer vous parler d'un produit que personnellement je trouve super, parce que il ne contient pas seulement de la vitamine C, mais il contient aussi, et voilà, je vois malheureusement que mon slide a glissé, mais il contient des prébiotiques, des probiotiques, de la vitamine D, de la vitamine C, 1 gramme, de la vitamine D, et bon, il y a encore, et surtout, bon, 5 milliards de prébiotiques. Mais je pense que mon ami Jean-Marc vous en dira un mot, parce que personnellement, le C essentiel, même si on n'avait qu'un produit pour soigner les allergies, on trouve dedans tout ce qu'il faut. Mais dans certains cas, ce sera évidemment nécessaire d'ajouter encore d'autres produits, parce que quand il y a des gens qui sont vraiment en manque, il n'y a pas assez pour... Alors ici, important, si vous avez n'importe quelle question que vous ne pouvez pas poser aujourd'hui, pour l'une ou l'autre raison, vous pouvez toujours m'écrire et je vous répondrai avec grand plaisir. J'ai dépassé quand même de 4 minutes. Bravo Jacques, merci beaucoup pour cette intervention extrêmement intéressante, avec une vision un petit peu différente que ce qu'on a l'habitude de voir d'ailleurs, grâce à cette approche de l'immunométabolisme. Alors certaines questions sont prêtes. Tu peux peut-être regarder un petit peu dans le chat et dans les questions, Jacques, comme ça tu peux commencer à y répondre. En tout cas, je te laisse 2 minutes pour les regarder. Et oui, moi, donc je vois la première question. Ouais. On demande s'il y a un replay. Oui, absolument. Tout à fait. Le lien entre la vitamine A et la vitamine D. Oui, la vitamine A est connue pour activer les récepteurs de la vitamine D. Du coup, ce qui est correct de fait pour quelqu'un à l'immunité. D'autres tumeurs. Oui, bon, quelqu'un qui a un fibrome ou d'autres tumeurs, c'est quelqu'un qui est dans une dominance TH2. Donc là, il va falloir stimuler les TH1, l'interleukine 12, et vous avez déjà vu quelques produits qui stimulent l'interleukine 12 et qui augmentent les TH1. Vous pouvez évidemment faire la micro-immunothérapie. Le sujet aujourd'hui
l'allergie. Uniquement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ignorent que l'arginine et même d'autres acides aminés jouent dans les cartes du cancer, que le cancer les emploie pour employer la voie de l'arginine qui produit aussi beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça, par exemple, que l'arginine est très bien pour les cellules de l'intestin, parce que ce sont des cellules qui se reproduisent très rapidement et qui sont très, très rapidement changées. Mais si jamais vous faites un cancer de l'intestin et vous prenez là-dessus de l'arginine, là, vous allez voir votre cancer qui va flamber vraiment. Hein? Oui. Jacques, si tu vas dans le chat, oui, il y a dans quelques questions dans le chat. Ok, je regarde. Oui, bonjour. Je vais commencer. Bon, est-ce qu'il est encore temps de prendre ces compléments? Oui, bien sûr. Il y a quand même une histoire qu'il faut savoir. On entend souvent dire le système immunitaire, il faut prendre tel ou tel produit pendant des semaines, des mois ou des années. Je vous assure que le système immunitaire, il travaille au millième de seconde. Heureusement. Sinon, si vous avez l'une ou l'autre maladie grave, si vous avez besoin de 10 mois ou d'un an pour vous retaper, non. Donc, il est absolument le moment de commencer. Et l'avantage aussi, c'est que, au fond, vous n'avez pas besoin d'avoir des choses compliquées comme un typage lymphocytaire, pour la bonne raison que quelqu'un qui est allergique, ben on sait qu'il est en TH2. Donc, on ne doit pas aller chercher s'il est en TH1 ou en TH2. On sait que dans le TH2, il y a toujours un cuivre qui est supérieur au zinc. Donc, on devra donner du zinc. Donc, ça, c'est encore une des facilités qu'on n'est pas obligé de faire des examens sanguins qui sont quand même coûteux pour le patient, alors qu'on peut très bien soigner une allergie uniquement en se basant sur le fait que c'est une maladie TH2. Hein? Oui, bonjour. Le replay, absolument. Je vous conseille de regarder la partie théorique du replay. J'avais beaucoup plus de slides que ça, mais j'allais dépasser mon temps. C'est pour ça, si vous avez des questions, vous m'envoyez un mail et je vous réponds en détail. Je vous mets tout ce qu'il faut pour que... Oui, la quercétine, évidemment, c'est très bien. Il y a encore beaucoup d'autres choses qui peuvent servir. Les œufs de caille synergisés, personnellement, je vois souvent passer une réclame pour les œufs de caille. Je dois dire que personnellement, je ne connais pas, je ne sais pas non plus ce qui est actif, peut-être comme dans tous les œufs, le soufre qui est dedans, je ne sais pas. Hein? Pourquoi il ne faut pas donner de magnésium à une personne qui a besoin de TH1? Eh bien, je vous ai montré là un petit schéma où on voyait l'interleukine 12 qui était amplifié par le magnésium. Bon, si vous voulez absolument donner un TH1, vous n'allez pas donner du magnésium à ce moment-là, parce que vous allez freiner et vous allez plutôt favoriser d'autres voies. Hein? Bon, c'est pas parce qu'on donne du magnésium qu'on va avoir des catastrophes, mais on va avoir moins d'effets que si on n'en donne pas. Voilà, bon. Je pense qu'on a vu toutes les questions, Jacques. Ah, Daniel, oui, la quercétine, bien sûr, Daniel. Mais beaucoup de choses, le bon verre de vin rouge tous les jours, mais là, pas le vin rouge parce que il y a des libérations d'histamine. Voilà, merci beaucoup pour votre participation. Merci Jacques, encore une fois, pour cet exposé. Oui, tu allais encore expliquer l'une et l'autre chose. Hein? Alors, juste simplement peut-être réexpliquer Nutrissentiel, qui est une gamme de compléments alimentaires premium, avec des matières premières brevetées, des ingrédients de qualité, et surtout cette vision claire sur l'immunométabolisme dans lequel on va vraiment se spécialiser, dont on se spécialise d'ailleurs, qui est une niche très intéressante et qui devient de plus en plus évidemment
d'actualité avec tout ce qui se passe au niveau médical dans le monde. Je pense qu'on a vraiment une chance d'avoir ces formules qui fonctionnent très bien pour les patients. Et d'ailleurs, Jacques, je pense que tu trouves que notre gamme est très très bien construite pour ces traitements d'immunométabolisme. J'invite évidemment les participants à poser d'autres questions directement au docteur Denève s'ils en ont. Vous direz également que d'autres webinaires vont être organisés très rapidement. Vous allez recevoir des invitations dans les jours qui viennent. Voilà, je voulais encore vous remercier. Peut-être une petite précision ici sur le C-essentiel. On n'avait pas eu l'occasion d'avoir les ingrédients complets. Donc, vous pouvez voir qu'effectivement, c'est un produit assez exceptionnel de par sa composition, de vitamine C, mais également de probiotiques qui sont des probiotiques brevetés avec une douzaine d'études cliniques qui supportent les 4 souches qui sont dans le probiotique. Ce sont les mêmes probiotiques qu'on va retrouver dans Probiamax, d'ailleurs, notre produit phare. Et également du sureau, de la vitamine D, du zinc, du sélénium, des phos et des bêta-glucans, très importants, évidemment. Donc voilà, je ne vais pas vous ennuyer trop longtemps avec une description des produits. Une petite question de Rini. Est-ce que le C-essentiel peut être pris de façon continue, Jacques? Oui. Rini, qui est vraiment un ami, c'est aussi un médecin qui s'intéresse très très fort à toutes ces médecines et qui les étudie profondément. Bien, la question que je me suis souvent posée, c'était le C essentiel. Il y a quand même 1 gramme de vitamine C. Et au début que je connaissais le produit, d'abord je vais vous dire pourquoi j'ai un amour pour ce produit. J'avais quelques problèmes de santé et depuis le 3e jour que je prenais du C essentiel, j'ai vraiment senti une différence énorme dans les symptômes que j'avais, ce qui fait que je me suis spécialement intéressé à ce produit. À ce moment-là, j'ai téléphoné à mon ami Jean-Marc en disant, bon, mais tous les jours, 1 gramme de vitamine C, ça n'est pas trop. Et à ce moment-là, on a cherché des études dans lesquelles il est clairement dit qu'il n'y a absolument aucun problème de prendre ça pendant une longue période. Maintenant, c'est évident, comme toujours, que quand le malade est guéri, ça n'a aucun sens de continuer à lui donner les médicaments. Surtout que dans le genre de médecine qu'on explique ici, on ne fait pas de la médecine symptomatique. On ne dit pas, écoutez, chaque année, quand vous avez une rhinite allergique, vous prenez du C essentiel et puis voilà. Chaque année, vous savez quoi faire. Non. Je vous assure, par expérience, si je vois un malade aujourd'hui qui vient en prévention, qui n'a pas encore de symptômes, en donnant les produits dont je vous ai parlé aujourd'hui, ce qu'il a besoin, parce que chacun a besoin d'autres produits, mais toujours dans les cas que je vous ai donnés, vous pouvez lui promettre que cette année, même s'il y a une saison avec beaucoup de pollen, il sera beaucoup moins atteint que l'année passée. Et après la saison des pollens, si l'année prochaine, à partir du mois de février, il commence à faire un traitement préventif, il y a beaucoup de chances qu'il aura quelques symptômes, peut-être, mais peut-être plus. Tous les malades ont guéri en 3 ans, uniquement en prenant les produits juste avant la saison des pollens et juste après. Ça n'a aucun sens de dire vous êtes allergique, vous devez prendre à vie tel ou tel produit. De toute façon, un malade atopique, bon, vous allez voir, quand son rhume des foins va mieux, il reste toujours un patient dans un état TH2 et il va vous faire d'autres maladies jusqu'à ce que vous soigniez l'état TH2 lui-même. Ici, on soigne des allergies mais il faudra faire beaucoup plus de ça et ça sera l'objet de prochains webinaires. Par exemple, je pense à un webinaire sur le cancer où on est en plein dans un état TH2 chronique
où il est presque impossible d'en sortir, comment on peut soigner un état TH2, hein? Dans les maladies virales chroniques, le Covid long, c'est quelqu'un qui est en TH2, qui n'arrive plus à faire le TH1. Donc là, tant qu'il ne réagit pas, il devra prendre de la microimmunothérapie, il devra prendre du C essentiel, parce qu'il est dans un état où la balance est tellement, disons, déformée qu'il faut un temps pour la remettre. Mais vous avez une amélioration constante. C'est ça qui est important, hein? Tandis que si vous stimulez uniquement le système immunitaire quand vous avez trop peu de cofacteurs, à la fin, le système il va passer en auto-immunité et il va commencer à s'attaquer lui-même, hein? C'est pour ça que certains produits en microimmunothérapie, a marqué bon, ne pas prendre plus de 10 jours. Parce que si vous continuez à stimuler, vous allez avoir un état d'auto-inflammation et ça, ce n'est pas le but. Mais ne vous ne risquez pas ça avec un C essentiel parce que, bon, ça agit sur plusieurs points. Merci Jacques. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais ajouter peut-être sur un des produits que tu utilises régulièrement, peut-être pour donner un ou deux conseils en plus à nos auditeurs? Je pense que l'Omega Boost est très intéressant aussi, en ce sens que tout est quand même une question de membrane, hein. On a vu que tous ces symptômes se déclenchent à cause des cellules superficielles, des cellules épithéliales, hein. Et à ce moment-là, c'est très important d'avoir une bonne barrière, parce que le système immunitaire, c'est une chose, mais devant, il y a la barrière, hein. Vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, chacun a construit ses barrières, hein, tel mur et tel mur et tel mur. Les barrières, c'est très important. Et on a beau soigner un système immunitaire, si on ne soigne pas les barrières, ça sert à rien. On est journée porte ouverte, hein. Les allergènes continuent à rentrer. Donc, ça aussi, je trouve un produit très important. La vitamine D, ok, presque tout le monde est en déficit de vitamine D. Donc, la quantité qui est dans le C essentiel, un jour, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, ça fait combien d'unités internationales ce qu'il y a là-dedans? Bien, ça ne fait que 500, hein? Oui. Parce qu'ici, c'est exprimé en microgrammes. C'est ça, c'est 400, Donc, je pense. non. Oui, 500 unités internationales. Mhm. Donc, ça n'est pas assez, hein. Il faut au moins, à ce moment-là, sûrement chez des personnes âgées, des personnes où vous savez qu'ils sont en manque de vitamine D, et surtout les personnes qui ont une peau très 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 noire, hein. Beaucoup d'Africains, quand ils font de l'eczéma, on ne pense jamais que les Africains ont trop peu de vitamine D. Or, justement, par l'énorme quantité de mélanocytes qu'ils ont, ils sont tous en déficit. La même chose pour les Nord-Africains. Là, vous devez absolument donner au moins 3000 unités par jour de vitamine D, hein. Et pourquoi est-ce que je préfère le DKA? Parce qu'il y a aussi de la vitamine A et aussi il y a de la vitamine K. Parce que vous savez que la vitamine D, quand on la donne seule, elle va surtout avoir un effet sur l'ostéoporose et sur l'os. Mais si vous avez un début de dépôt de calcium dans vos artères, si vous n'avez pas de vitamine K, vous allez déposer aussi votre calcium dans votre artère. De là que, personnellement, quand je prends de la vitamine D, je préfère prendre de la DKA pour quand même protéger mes artères, hein. Tout à fait. Et pour tous, c'est un peu la même chose, hein. Quelqu'un qui est en inflammation. Prenons un patient, il a une maladie de Crohn. Prenons un patient qui a un psoriasis. On sait que c'est quelqu'un qui est en TH1 et, malgré tout, les médicaments qu'il reçoit pour son psoriasis font faire qu'à un certain moment, il va faire de l'eczéma. Bien là aussi, de nouveau, vous allez devoir
travailler sur les deux côtés de l'immunité. Parce qu'au fond, ce qu'on a oublié de vous dire, c'est que dans le C essentiel, en plus, il y a des glucanes. Donc, les glucanes qui travaillent sur la balance TH1, TH2, et aussi bien sur le TH1 que le TH2. Donc, au fond, ce que je vous ai donné, c'est plusieurs produits que vous pouvez introduire, mais de nouveau, vous devez individualiser, et chez certaines personnes, bon, vous allez devoir donner des hautes doses de vitamine D parce qu'ils sont en manque de vitamine D. Chez vos malades qui ont des spasmes par manque de magnésium, pour répondre à la question de Madame de Souza, c'est que oui, là vous allez donner du magnésium. Il y a un truc dont j'ai horreur en médecine, c'est de donner des recettes. Moi, je ne soigne aucune maladie, je ne soigne que des malades. Et chaque malade a son traitement, mais avec ce que je vous ai donné aujourd'hui, vous êtes armé pour tous les cas possibles qui peuvent se présenter, puisque tous ces cas dépendent du métabolisme et que tous les produits dont je vous parle travaillent sur le métabolisme. Une personne qui a un AVC pour établir le capillaire et son système immunitaire. Bon, il y a plusieurs choses. Chez un AVC, il y a déjà le problème que ce patient il va prendre sûrement des fluidifiants pour le sang. S'il n'en prend pas encore, je pourrais vous dire, oui, il faut donner des oméga 3. Il faut pour lui donner d'autres produits pour faire baisser les dimères, pour rétablir les capillaires, pour avoir une meilleure circulation. Bon, vous allez devoir favoriser l'angiogénèse. On sait que l'angiogénèse, elle est plus présente dans les états TH2. C'est pour ça d'ailleurs que les cancers font une angiogénèse. Donc c'est pas toujours. Au fond, à l'université, j'ai toujours appris que le meilleur produit pour dans des problèmes d'artérite et dans des problèmes où les vaisseaux sanguins sont, disons, bouchés, pour employer pas le terme exact, l'hypoxie est vraiment la façon la plus facile de rétablir. Il n'y a aucun signal plus fort que l'hypoxie. Or, à l'endroit, quand vous êtes en hypoxie, vous allez passer dans un effet Warburg automatiquement, et vous allez, votre système immunitaire va réparer ce manque de vaisseaux. Parce que le système immunitaire aussi, il a un effet sur l'angiogénèse. Vous savez, pour chaque cas, là, je raisonnais à haute voix. Moi, j'ai aucun cas. Vous me dites quel produit pouvez-vous conseiller? Je sais pas. Pour l'AVC, je sais pas ça. Chez un tel ou un tel, celui-là sera idéal. Chez un autre, ce sera un autre. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, Jacques. Il est 13h09, donc on va libérer nos participants. Merci à tous. On pourrait continuer encore longtemps, évidemment, produit par produit, mais ça, c'est le but des webinaires suivants. Voilà, on en fera d'autres et on fera ça petit à petit. Et je pense que le suivant, peut-être, ça sera obésité et syndrome métabolique. Absolument, absolument. Donc, comme je disais, tout le monde recevra une invitation très bientôt. Eh bien, je vous remercie de votre attention et d'avoir été présent aussi nombreux et je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Merci Jacques, à bientôt.